Donc je suis vraiment très content. Pour les plus anciens, la dernière réunion qu'on a faite du réseau datait de 2017. On avait fait ça sur une journée. On était un petit peu frustrés pour différentes raisons, mais et depuis on n'a pas refait pour différentes raisons, dont le Covid, hein, mais là c'est quand même une réalité. Et là on s'est dit, bah voilà, on fait une réunion du réseau. On l'a fait sur 2 jours et demi. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette réunion sur 2 jours et demi? Je ne vais pas être trop long, je le promets, Mathieu, je ne vais pas être trop long, mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que le monde change et nous aussi. Le réseau est en train de changer, le réseau se développe. On a un projet associatif qui, depuis 4 ans, est notre épine dorsale. On est en train de développer, comme on dit maintenant, des produits qui sont spécifiques au réseau. Nous commençons à avoir une notoriété nationale que nous n'avions pas vraiment à l'échelle du réseau. Ça commence à venir. Nous sommes sollicités par différents ministères, ce qui ne se faisait pas auparavant. Vous avez des documents dans vos sacs qui vous montrent comment maintenant on devient expert en matière de jeunesse, via notamment, mais pas seulement, ce baromètre. Bref, on est en train de changer, on est en train de prendre du volume, on prend de l'ampleur. Et si on prend de l'ampleur, c'est parce que vous, sur le terrain, vous bossez. Et non seulement vous bossez, mais vous bossez super bien. Et tous les retours que l'on a, nous, de nos partenaires, en département, en région, nous disent, bah ouais, l'IJ, c'est important, quoi. Et si l'IJ, il n'y en avait pas, il faudra qu'on l'invente. Voilà. Donc, du local au national, sachez qu'on fait réseau, qu'on bosse avec vous et que ces moments-là qui sont aussi exceptionnels. Moi, hier, j'étais quasiment ému en vous voyant arriver et je me suis dit, bah, on est 200 cette année, on sera 400 dans 2 ans et on sera un réseau, on sera un grand réseau et on sera un réseau très très fort. Donc, on se réunit maintenant parce qu'en fait, on a besoin de faire nombre, on a besoin de serrer les coudes et on a besoin d'être plus fort que jamais. Ça, c'est la première raison. Sur la réunion d'aujourd'hui, le thème, il y a Laure qui est là, qui en parlera sans doute mieux que moi. Mais on avait imaginé ça aussi en discutant avec Vanessa et puis Olivier Renan. Et le petit coup d'électrique que tu nous as mis, en fait, Laure, c'était quand tu es venu me voir au moment des réunions Aura, où tu m'expliques, en fin de compte, bah, c'est bien ce qu'on fait, c'est super, on reçoit des gens, des jeunes, on travaille avec eux, on les accompagne, on répond à leurs besoins, mais en même temps, bah, il se passe quelque chose dans ce monde-là qu'il faut quand même qu'on conscientise, qu'on réalise. C'est qu'avant on disait le monde est en mutation, le monde change. Et tu me disais, enfin juste titre, bah, le monde il change, mais il est aussi en crise. Il est en crise, et il est en crise majeure, il est en crise dans différents endroits, politiquement, économiquement, etc. L'environnement, j'en parle même pas. Et comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes dans un environnement en crise? Comment on s'approprie leurs ressentis, comment on s'approprie leurs envies, leurs besoins, leurs espoirs, sans leur dire, bah oui, mon pauvre gamin, bah, tu vois, ça va être compliqué, hein, là, on est en crise, hein. Bah non, c'est vous savez faire ça, vous savez recevoir les jeunes, et l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de reprendre nos thématiques habituelles et les réinterroger à l'aune de cette mutation, cette transformation sociale, économique, environnementale, en faisant en sorte, en fait, que nos jeunes soient nos résilients de demain. Voilà un petit peu l'objet de nos ateliers, voilà comment on vous propose de travailler. Tout ça, on va capitaliser, tout ça, on en fera du savoir pour le réseau. Et je suis un petit peu long, donc je vais essayer de m'arrêter là. Mais en tout cas, je vous remercie 100 fois d'être là aujourd'hui. Et encore une fois, je vais lancer un petit défi tout à l'heure à Olivier Renan. Je lui ai dit, bah écoute, dans 2 ans, on sera 400. Lui, il m'a dit, oui, on va voir. Mais voilà. Donc, sans plus attendre, par rapport au mot crise, vous savez peut-être qu'en chinois, l'idéogramme, en tout cas le mot crise, se transforme en 2 idéogrammes. Vous avez le côté danger, donc effectivement, on sait de quoi on parle avec toutes les crises qu'on connaît actuellement. Et puis l'idée, c'est peut-être de transformer tous ces défis en opportunités pour aussi booster l'IJ en France, trouver de nouveaux services. Et donc, je pense que c'est aussi le but de ce séminaire. Donc, je vous propose de vous présenter les 10 intervenants, donc 5 experts professionnels, 5 expertes du quotidien, et on va faire des portraits croisés. L'idée, justement, c'est de vous les présenter en se projetant si tu avais 20 ans en 2022. Donc, je vous propose tout de suite d'accueillir nos 2 premiers intervenants. C'est Mathias Lamarque, du coup, qui est le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport à la Dragesse. Vous pouvez l'applaudir. Le micro est là. Et
également Julia Jossard, on peut l'applaudir aussi. Ancienne service civique du coup à l'IJ de Reims, qui est administratrice à l'IJ de Reims et qui est à la recherche d'un emploi, donc n'hésitez pas à échanger les cartes de visite, ce sera le bienvenu. Je vous propose de vous asseoir, vous avez une question entre les mains, le micro à allumer. Donc bonjour déjà, et si tu avais 20 ans en 2022, quel problème rencontrerais-tu au quotidien? Que ressentirais-tu vis-à-vis du monde dans lequel tu vis? Merci pour ta question, bonjour à toutes et à tous. Alors, sans trahir de secret, on m'avait déjà donné la question avant. Et donc, quand je suis venu en voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Moi, c'est ma fille qui a 20 ans, dans quelques jours. Donc, juste pour dire à peu près l'âge. Alors, évidemment, je ne l'ai pas téléphoné parce qu'elle m'aurait donné la réponse que tu vas donner. Donc, alors, la question, c'est comment, avec des décennies d'expérience, on se situe par rapport à ce que, si j'étais jeune... moi, quand j'étais jeune, j'ai à peu près l'âge d'Emmanuel Mourlet, on se connaît depuis. Quand j'étais jeune, on savait que si on faisait des études, on trouverait du boulot. Puis après, on allait faire un service militaire. Enfin, c'était un autre monde, on n'avait pas de téléphone portable. Enfin. Et ben, je pense que si j'avais 20 ans maintenant, je me dirais, mais dans quel monde je vais aller là, comme ça, maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je peux faire pour choper les bonnes pistes pour trouver ma place? Voilà, c'est un peu ça. Je ne suis pas sûr de répondre aussi précisément que ça, mais je ne vais pas au-delà de ça. Toi qui as 20 ans, quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien? Quelles sont les inquiétudes que tu ressens vis-à-vis du monde dans lequel tu vis? Bah, du coup aussi, merci pour la question. Donc, comme tu parlais d'études, moi, ça a surtout été au niveau du parcours scolaire avec la crise sanitaire. Donc, j'étais en licence, ma 3e année et ma première année de master, je les ai fait durant la crise sanitaire. J'ai eu mes diplômes, mais j'ai l'impression d'être, on va dire, moins légitime que les autres, parce que certains considèrent qu'on nous a donné notre diplôme à cause de la crise, puisqu'on n'a pas passé forcément les épreuves en présentiel ou des choses comme ça. Et j'ai notamment aussi l'exemple de ma sœur qui avait commencé une année en droit et qui, à cause de cette crise et des cours à distance, a abandonné ses études. Du coup, c'est plus mes inquiétudes, on va dire, pour l'avenir professionnel qui est présente aujourd'hui. Nathalie Landy, donc conseillère régionale déléguée à la jeunesse de la région Nouvelle-Aquitaine, et Marine Le Déliou, service civique mission écologie à l'IJ de Bordeaux. Si tu avais 20 ans en 2022, quels problèmes rencontrerais-tu au quotidien et que ressentirais-tu vis-à-vis du monde avec lequel tu vis? Je pense que moi aussi j'ai des filles de cet âge-là. Puisqu'on est dans ce courant-là. Non, en fait, moi, ce qui me meurtrit beaucoup, c'est les problèmes que je vois, c'est des jeunes qui ne se projettent pas, qui n'arrivent pas à manger à leur faim aussi. C'est une réalité, puisqu'on a lancé une opération de paniers alimentaires. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment pris aux tripes, sincèrement, de se dire que les problèmes rencontrés aujourd'hui, c'est certains... C'est cette rupture totale entre ceux qui ont l'opportunité de bouger, ceux qui ont l'opportunité de faire des études, qui trouvent la bonne information, et puis d'autres qui se replient, il y a ce repli sur soi, des familles qui n'accompagnent pas, des soucis de scolarité, des errances. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me meurtrit beaucoup. Et comment y remédier, je ne sais pas. Je pense que notre génération, on n'avait pas les voyages, on n'avait pas le portable, mais on avait beaucoup de liens sociaux. On arrivait à être solidaires entre nous, de savoir une telle ou une telle n'allait pas. Moi, quand je vois les jeunes qui sont au crous dès la rentrée, qui font la queue pour manger, oui, moi, je trouve que c'est pas normal, que notre société est profondément inégalitaire et que le fossé se creuse de plus en plus. Donc voilà, si j'étais jeune, j'essaierais d'y remédier. Voilà. Toi qui as 20 ans, quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien? Quelles sont les inquiétudes que tu ressens vis-à-vis dans le monde dans lequel tu vis? Ma principale inquiétude, c'est notamment au niveau du climat, le fait que le réchauffement climatique, mais aussi les incendies qu'on a connus cet été. Et j'avoue que ça m'inquiète beaucoup parce que je me dis dans quel monde on va se retrouver demain, dans quelques années, dans quelques semaines. Ça m'inquiète pas mal. Bonjour à tous et à toutes.
Donc, la même question. Si tu avais 20 ans en 2022, quels problèmes rencontrerais-tu au quotidien? Que ressentirais-tu vis-à-vis du monde dans lequel tu vis? Alors, moi, j'ai pas d'enfants qui ont 20 ans parce que sinon je les aurais eu à 6-7 ans, ce qui fait quand même très jeune. Mais en imaginant ce grand travail d'esprit que j'aurais 5 ans de moins que ce que j'ai, je ressentirais en tout cas, et c'est le cas, ce que je peux dire en tant que sociologue de la jeunesse, beaucoup de rancœur, beaucoup de crainte. Notamment par rapport aux générations précédentes qui ont connu l'élévation sociale, qui ont connu de grandes avancées, et on a l'impression d'arriver à la fin d'un modèle, et donc beaucoup de craintes. Après, à savoir si comment on sort de ces crises. Est-ce qu'on essaie justement de se battre, de lutter, de changer les choses, ou est-ce qu'on s'apitoie sur son sort? Et du coup, toi qui as 20 ans, quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien et quelles sont les inquiétudes que tu ressens vis-à-vis du monde dans lequel tu vis? Beaucoup de choses. Merci. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'inflation économique, l'isolement social que les jeunes peuvent ressentir dû à la crise sanitaire, mais pas que, les pénuries de logements, les bailleurs à court de logements, les jeunes qui sont en études et qui effectivement sont sur liste d'attente, sont obligés de réserver des Airbnb ou des hôtels pour pouvoir se loger. La pénurie médicale, le désert médical. Il faut des diplômes, mais il faut de l'expérience. Et quand ils ont les diplômes, ils coûtent trop cher. Donc c'est un peu compliqué. Donc pénurie de logement, pénurie médicale, isolement social, l'inflation. Je pense que ça fait pas mal de points. Donc, comment je vois la suite? Je pense que en mettant des actions en place comme on fait par exemple aujourd'hui, en agrandissant son réseau, eh bien, je pense qu'on peut avancer de manière positive tous ensemble, chacun à son échelle, chacun à son niveau, mais pour une suite positive, je l'espère. J'appelle maintenant donc Laure Logier et Natia. Bonjour à toutes et à tous. Si tu avais 20 ans en 2022, quels problèmes rencontrais-tu au quotidien? Que ressentirais-tu vis-à-vis du monde dans lequel tu vis? Alors, dans les problèmes rencontrés à 20 ans, il y en a plein qui ont été dit, mais moi, si je parle de mon territoire, c'est de se loger, de pouvoir bouger, la vie qui est très chère, tous les problèmes de santé mentale que je pourrais avoir moi ou mes amis, donc comment les aider, etc. Donc, et après, qu'est-ce que je ressentirais par rapport au monde qui m'entoure? Beaucoup de colère, je pense. Et je pense qu'à 20 ans, je serais peut-être moins policée qu'aujourd'hui. Donc je serais très en colère, je serais peut-être un petit peu plus énervée, un petit peu plus fougueuse que... Là, je suis peut-être un petit peu plus calme. Mais je pense que je serais très en colère contre les responsables de cette situation actuelle qui continuent encore à s'enrichir, à appauvrir les autres et puis à profiter d'un système, de faire des profits d'argent, d'être dans une démesure, une indécence incroyable, encore aujourd'hui, alors qu'on est informé de la situation. Et je pense que je serais peut-être plus offensive que je le suis là en étant plus vieille. Et je serais aussi, je pense, très joyeuse, parce que quand on a 20 ans, on a aussi beaucoup d'énergie, de créativité, etc. Et je pense que j'aurais une capacité d'adaptation, d'invention, de mise en réseau et de me lier avec les plus vieux aussi, parce que je pense pas il y a de la colère contre les plus vieux, parce qu'ils sont aussi très créatifs aussi. Donc il y a plutôt de l'entraide. Voilà. À 20 ans, quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien? Quelles sont les inquiétudes que tu ressens vis-à-vis du monde dans lequel tu vis? Actuellement, cela fait 2 semaines que je suis en France. Effectivement, j'étais en France l'année dernière. C'était le temps très dur pour moi, que je suis étrangère. Pendant mon séjour en France, j'ai identifié des problèmes globaux. C'était le sentiment de solitude et aussi manque de contact. Malheureusement, je n'ai pas rencontré les étudiants françaises, aucune personne. Et aussi les difficultés de mobilité internationale. Je ne peux plus rendre visite à ma famille à Géorgie. Et enfin, je me ressentis la frustration et l'anxiété, mais je pense que j'ai survécu à tout ça et je suis ici pour réaliser mes objectifs long terme. Terminé
terminer, Arnaud et Sarah. Si tu avais 20 ans en 2022, quel problème rencontrais-tu au quotidien? Et qu'est-ce que tu ressentirais vis-à-vis du monde qui change? Alors au niveau des problèmes, je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter, hein, on en a quand même cité pas mal, la coupe est pleine, et on est bien conscient de toutes ces difficultés pour la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, si j'avais 20 ans, je me concentrerais sur ce qu'on peut proposer en termes d'aide, en termes d'accompagnement, mais surtout en termes d'opportunités de s'engager, d'opportunités de s'engager en politique, en citoyenneté, de partir à l'étranger, de monter son projet, de faire des actions collectives pour justement se mettre dans une dynamique positive et avoir envie de changer le monde. Et pour ça, j'irai dans ma structure InfoJeune, voir un peu ce qu'on pourrait me proposer. Et toi, Sarah, toi qui as 20 ans, quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien et quelles sont les inquiétudes que tu ressens vis-à-vis du monde dans lequel tu vis? Alors moi, le problème que je rencontre au quotidien, et c'est un problème qui m'a beaucoup marqué, c'est l'accès aux aides. Donc moi, pour la petite histoire, je fais un bachelor et donc je suis en école privée, donc j'ai payé mes 2 premières années. Et moi qui étais boursière à la base, j'ai pas pu bénéficier en fait de cette aide. Donc je me suis retrouvée en fait à 18 ans, donc à faire un prêt étudiant pour mes études. Autour de moi, j'avais des amis qui allaient à l'université. Moi, je sais que ça m'a, voilà, c'était pas mon destin d'aller en université. Et en fait, ils bénéficient des aides que moi aussi j'aurais pu avoir. Et je trouve ça très compliqué quand t'es jeune, t'es endetté. Et en plus de ça, tu vis dans une famille qui n'est pas non plus, qui n'a pas beaucoup d'argent pour finir le mois. Je trouve ça très dur. Donc ce serait plus l'accès aux aides pour les jeunes. Je sais que même les restaurants Crous, nous, on doit payer plus cher. On doit payer un peu plus cher. Donc c'est un vrai problème en fait que moi je rencontre, mais que aussi plein d'étudiants rencontrent au quotidien. Et en plus de ça, avec l'inflation, ça devient un peu plus difficile de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau. Donc en étant étudiant à 20 ans, on se dit mais comment est-ce que je vais finir le mois? C'est une vraie question en fait, qu'on pensait pas en fait, se poser à 20 ans. Donc c'est une inquiétude, c'est un problème, et je pense qu'on devrait mettre en place un système en fait, qui puisse offrir des aides à tous, peu importe le type d'études qu'on fait, parce qu'en vrai, on en a tous besoin. Donc voilà. Merci. Pour avoir échangé avec nos 10 experts et notamment avec nos expertes du quotidien, donc voilà, prendre la parole en public déjà de bon matin, c'est pas évident, mais en plus parler de situations qui sont importantes, et je pensais que c'était important de commencer cette journée pour se dire voilà, on a ça comme défi à relever, des défis très concrets qui concernent plein de monde et dans tous les jours. Donc c'est tout ce que vous faites dans votre quotidien professionnellement, c'est hyper important pour tout un tas de jeunesses différentes, et ça, c'est le témoignage qui a été fait justement pour l'occasion, malheureusement. Préoccupé un peu comme beaucoup de jeunes, je pense, au niveau climatique. Parce que on voit que surtout cette année, avec l'été 2022, il y a eu énormément de sécheresse, d'inondations, de problèmes climatiques. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant en fait, parce que on a l'impression qu'il y a un peu une inaction en fait qui se fait sur les gros groupes et sur tout le reste. En soi, je me sens bien, même si c'est assez difficile de faire la part des choses, avec les différentes problématiques, les obligations en tant qu'étudiant, le budget et tout ça, l'écologie aussi. Faut s'adapter, mais en soi, si on y va progressivement et tout ça, ça peut le faire. Bien sûr, il y a l'inflation qui vient, savoir quel produit acheter, aussi bien pour le prix que pour la qualité du produit, par exemple. C'est vraiment du bien de pouvoir retrouver du monde, retrouver une vie sociale. Donc ça fait du bien de revenir à la normale, même si on avance vers un avenir qui est incertain au final, puisqu'il y a juste à regarder l'actualité
aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui peut être par exemple la guerre avec la Russie ou encore justement la crise économique. Dans l'avenir, peut-être partir sûrement à l'étranger. Ouais. Pour vivre un peu de nouvelles aventures. Et surtout vivre peut-être un peu, pas une van life, mais un peu dans le même délire. Et un peu en indépendant, je pense. Mais loin un peu de tout, quoi. Ok. Déjà, dans mon futur, je me vois peut-être à l'étranger, pas forcément en France, je dois l'admettre. Avec mon copain, on aimerait bien monter notre société. Et du coup, c'est vrai que je sais que pour les jeunes entrepreneurs, en tout cas quand on sort tout juste de l'école, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on n'a pas beaucoup de potentiels clients, qu'on n'a pas de liste, pas de réseau, je sais que les aides, c'est à ce moment-là que ça peut être important. Aujourd'hui, pour trouver du travail dans des boîtes, je pense qu'on s'améliore de plus en plus en France. Mais vraiment, quand il s'agit de se lancer, qu'on n'a personne derrière, qu'on a un projet, qu'on doit le financer, je trouve qu'on est, je trouve qu'on est encore trop taxé, on n'est pas assez aidé, on n'a pas de plan finance qui nous sont proposés, qui sont vraiment intéressants. Okay. Alors, comment je me projette, honnêtement, j'en ai pas la moindre idée parce que je me ferme une porte à rien du tout. J'aime bien être surpris tous les jours et surtout dans le monde professionnel. Après, je sais pas si je resterai en France toute ma vie. Honnêtement, j'ai envie de voyager et de travailler à l'étranger. Je pense que je vivrai en France plus tard, mais j'irai travailler à l'étranger, ne serait-ce que pour voir le monde du travail. J'espère au moins trouver un travail, quelque chose qui a du sens pour moi. Mais tout en essayant de faire en sorte que, j'espère en tout cas que les choses changeront d'ici les prochaines années. Sans ça, en fait, j'ai l'impression que j'ai du mal à me projeter en fait sur l'avenir, parce que on se dit la planète elle est mourante entre guillemets. Ça sert à quoi en fait de se projeter si on se dit qu'au final tout va s'écrouler, toute l'économie va s'effondrer. Moi, je suis très anxieuse je pense beaucoup au futur. Dans ma tête, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui s'imagine beaucoup comment je serai dans 10 ans, comment je serai dans 5 ans, et j'ai du mal à l'imaginer, en fait, ça m'angoisse un peu. Sinon, il y a la problématique des transports aussi, où par exemple, c'est soit, du coup je fais du covoiturage pour venir sur Rennes, mais par exemple le train, c'est 23 € le train. Si on paye pas la carte jeune, 23 € si tu fais le week-end, ça fait quasiment 50 € de budget de transport par semaine, c'est hors de prix. Donc il y a cette problématique là. Ce serait, même s'il y en a déjà un, ce serait un bouclier au niveau de l'inflation parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'inflation, quand on est étudiant, on peut avoir des parents qui ont plus ou moins les moyens de nous aider ou pas. Mais c'est vrai que quand on va acheter des choses qui ont pris 30%, alors que nous, on est toujours étudiants, donc on ne gagne pas forcément plus. C'est vrai que ça impacte nos vies. En fait, c'est pas forcément que la France ne propose pas assez d'aide ou tu vois, ne communique pas assez sur les choses. C'est vraiment en fait qu'on ne nous sensibilise pas à ça. Je trouve qu'aujourd'hui, tout est très fade. Aussi bien dans les campagnes que dans les pubs, que dans les prospectus, que même dans les conférences qui sont organisées, je trouve que tout est ultra fade. Il n'y a rien de marquant aujourd'hui. C'est par rapport à des actions qui ont déjà été établies, à savoir du coup les aides du Crous, qui pour certains étudiants, ça peut clairement les sauver en fait, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Pour avoir fait du coup des études dans le public, donc à la fac, j'étais boursier, je pouvais avoir des aides justement qui m'étaient fournies par l'État. Au moment où j'ai décidé de me réorienter, puisque je faisais des études qui ne me plaisaient pas forcément, qui ne me correspondaient pas, je suis passé dans le privé et à partir de ce moment-là, du coup, on m'a supprimé mes bourses puisque je ne sais pas comment c'est censé fonctionner, mais je pense qu'ils estiment qu'à partir du moment où on choisit des études privées, c'est qu'on a les moyens de les faire. Et ce qui n'est pas du tout vrai en fait, puisque j'ai dû contracter un prêt et j'ai même pas de travail, que je suis déjà endetté sur 10 ans. Du coup, je pense que ça serait bien que les aides soient aussi fournies dans le secteur du privé sur certaines conditions.
Mais ouais, voilà, qu'on essaie de rétablir un peu l'égalité des chances. Un peu plus, on va dire, d'experts, un peu plus théorique, sur le quotidien et le constat des crises. Donc je vais demander à nos 5 experts et experts professionnels de venir sur scène, vous asseoir, et donc on va commencer par Laure. Alors, la proposition que je vais lire, en fait, je me fais un peu le porte-parole parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre de la salle qui le dise. Donc moi, je suis coordinatrice InfoJeunes ex-Bige. Mais vraiment, voilà, ce que je vais partager avec vous, je sais que pour en avoir discuté avec des collègues, ils auraient pu être là pour le dire. Et ce que j'adresse à la salle, je me l'adresse à moi, je me mets destinataire de cette proposition. Donc, une situation informationnelle inédite à l'échelle planétaire. Donc, en France, dans son jugement sur l'affaire du siècle prononcé le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris reconnaît la responsabilité de l'État français face à la crise climatique et juge illégal le non-respect de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'État est également reconnu responsable de préjudices écologiques. Le 4 avril 2022, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, ouvert à tous les pays membres de l'ONU, a publié le 3e volet de son 6e rapport, et ce dernier ne laisse aucun doute, il faut agir aujourd'hui et de manière radicale au sein de tous les secteurs. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, il sera trop tard, nous ne pourrons pas plus limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Donc, actuellement, chacun, gouvernement, société civile, jeunes, information jeunesse, dispose des informations qui nous alertent sur une situation planétaire inédite. Si nous n'engageons pas de changements radicaux dans les 3 ans à venir, nous réduisons drastiquement notre chance d'un avenir viable, durable, habitable sur notre planète. Conscient de la gravité de ces enjeux, comment donc aujourd'hui continuer à informer les jeunes afin de les aider à trouver leur place dans le monde, sans faire entrer en ligne de compte le changement fondamental et crucial que ce monde doit opérer? Comment les informer de cette radicalité nécessaire sans provoquer chez eux une anxiété qui paralyse, une violence destructrice ou une dangereuse résignation et fuite en avant? Face au flux d'informations morbides, comment susciter l'espoir et l'envie d'agir? Dans cette situation inédite et face à un compte à rebours mortifère, ne devrions-nous pas faire usage de notre intelligence collective pour participer activement à la valorisation et l'accompagnement des jeunes engagés dans ce changement radical, que ce soit au niveau citoyen, individuel, collectif, politique et scientifique? La protection des jeunes les plus fragiles qui sont déjà et seront toujours les premières victimes des chocs à venir, sanitaires, climatiques, sociaux et démocratiques. La diffusion d'informations sur la gamme des solutions envisagées et solidarité, que ce soit au niveau politique, financier, citoyen et scientifique. Ne pas renvoyer les personnes à leurs responsabilités individuelles, car l'essentiel des bouleversements est produit au niveau systémique. Notre métier, c'est l'information. Continuer à agir comme si de rien n'était, en dépit de notre niveau de connaissance, c'est prendre la responsabilité de ne pas préparer nos jeunes à l'avenir qui les attend. Et l'habilité de l'information jeunesse, c'est sa créativité, son agilité, son réseau de proximité. On a souvent eu un coup d'avance. Nous pouvons et devons travailler ensemble à ce défi inédit et donner des outils d'information aux jeunes pour inventer un monde habitable. Les jeunes, ils le demandent, ils nous montrent le chemin. Encore cette année, les élèves des grandes écoles, centrales, agrotech, polytechniques appelés à notre responsabilité. Les solutions, elles existent, elles sont connues. C'est notre espoir. À nous de diffuser l'information et on a peu de temps. Merci. Merci pour donner la parole. À nouveau à Arnaud. Là aussi, on continue de planter le décor. Et tu vas nous parler d'une évaluation de l'impact social de l'IGI en Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Je vais parler de cette étude qu'on a faite l'année dernière à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça sera en 2 temps. Là, on est plutôt sur la démarche et le contexte. Donc on a voulu travailler sur l'évaluation d'impact de l'information jeunesse en Nouvelle-Aquitaine. Alors pourquoi on a travaillé là-dessus? Parce que comme vous le savez, dans les structures IGI, on n'a pas d'indicateur de résultats et de suivi personnalisé sur le public qu'on accueille. On est incapable de dire à un jeune qui vient dans une structure
6 mois après, il a trouvé du boulot, il a trouvé du travail, il a monté son projet. Donc on parie sur l'impact, on parie sur ce qu'on lui apporte, et après on voit, il va revenir, il ne reviendra pas. Donc on n'est pas en capacité de fournir les mêmes indicateurs que d'autres structures qu'on n'est pas forcément obligé de citer ici. Et donc on voulait trouver un moyen de valoriser les apports de l'IJ et d'essayer de tâter un peu comment on pourrait voir un peu vraiment ce qu'on apportait en termes d'information. Et donc on a sollicité un cabinet coopératif qui s'appelle Elix, qui travaille sur les sujets d'impact social. Et on a engagé une démarche qui a duré à peu près une année, de février 2021 à janvier 2022. On a monté des groupes de travail avec des professionnels du réseau, des professionnels du CRIJ, des bénévoles, des jeunes du bureau du CRIJ, avec Info Jeune France aussi qui était dans le groupe de travail. On a enquêté, on a monté une enquête qu'on a diffusée auprès de jeunes, on a eu plus de 400 réponses. Il y a eu des entretiens professionnels avec les élus de la région, avec le Dragès, avec d'autres personnes. Et puis toute une étude bibliographique de toute la matière qu'on avait sur l'IJ récente, notamment les enquêtes qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le cabinet CAPAM, le secrétaire d'État jeunesse qui a fait une enquête sur la jeunesse, il y avait la JEVA qui avait fait aussi un formulaire qui avait été rempli par toutes les structures, donc on avait quand même un peu de matière. Et puis il se trouve qu'on a commencé en février 2021, donc on était en pleine sortie de crise sanitaire, et donc c'est un contexte qui s'est rajouté à nos analyses. On a donc voulu travailler sur la question de l'évaluation qu'on a menée, c'est dans quelle mesure les jeunes néo-aquitains trouvent par l'information jeunesse les réponses adaptées à leurs besoins dans la construction de leur parcours de vie. C'est une phrase un peu alambiquée, mais elle veut bien dire ce qu'on cherchait à montrer dans cette étude. Et on a cherché 3 niveaux d'effets. L'effet, bien sûr, de l'information jeunesse sur la cible principale, c'est-à-dire les jeunes. Donc en quoi on favorisait l'accès aux droits des jeunes, et en quoi on leur apportait une capacité à construire leur parcours. Après, on a cherché l'impact auprès des quoi on permet de faire, l'évolution des pratiques IJ permet de renforcer notre impact, et en quoi l'accessibilité de l'IJ, le fait que l'IJ soit mieux accessible par les jeunes, permet aussi de renforcer son impact. Et puis le troisième impact qu'on a cherché, qui est aussi intéressant, c'est celui auprès des institutions. C'est-à-dire en quoi on arrive à faire prendre en compte l'IJ dans les politiques jeunesse, et donc en quoi on arrive à insuffler une transversalité dans la politique jeunesse et dans la manière dont la jeunesse est prise en compte par les institutions. Et ça, c'est la dernière. Ouais. Donc du coup, ce qui ressort déjà de cette enquête, après je vous donnerai les résultats dans un deuxième temps, c'est les forces du réseau. Ça a été mis en avant à la fois par les jeunes qui l'ont vécu, par les professionnels qui y travaillent et par tous les partenaires ou institutions avec qui on travaille. Et ces forces du réseau, la première, c'est qu'on permet aux jeunes d'explorer les possibles. Par la diversité des sujets qu'on aborde, j'apprends rien à personne, mais c'est quelque chose qui est mis en avant, qui était déjà mis en avant dans l'enquête CAPAM. On nous sollicite pour ça, on vient pour, non pas un problème ou une question, mais pour une situation à laquelle on peut apporter des réponses et proposer des perspectives et explorer les possibles. Notre accueil, inconditionnel, sans identité, sans statut, individualisé, on ne demande pas aux personnes s'ils ont le bon âge, s'ils sont de la bonne adresse, etc. On ne les connaît pas, on ne prend pas d'infos, on les accueille et on leur répond, on les écoute et on leur répond. Le fonctionnement en réseau, là, c'est une belle preuve aujourd'hui. Et puis la présence territoriale forte et dense, on est présent partout sur le territoire, 1300 structures en France, dans les quartiers, dans les zones rurales, dans les villes, dans les villages, un peu partout, dans les bus pour certains. Et ça met en avant le fait que la rencontre n'est pas dépassée et que les jeunes, bien qu'ils soient sur le numérique, ils ont envie, ils ont besoin, ils expriment ce besoin de rencontrer un professionnel, une personne humaine qui va les écouter et qui va leur parler. Merci à tous et à tous. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis Clément Raversé, je suis docteur en sociologie depuis maintenant à peu près 1 an. Donc, j'ai fini ma thèse récemment et je me suis intéressé à une partie de la jeunesse, plus spécifiquement à des jeunes sans diplôme qui vivent dans des espaces ruraux sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, j'ai mené une enquête entre 2017 et 2020. J'ai eu la chance de finir mon terrain fin janvier 2020, parce qu'il y a eu un petit événement qui aurait rendu la suite compliquée pour accéder à mon terrain, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai eu une thèse assez complète, j'ai rencontré une centaine de jeunes que j'ai suivis, avec qui on a fait des entretiens semi-directifs, j'ai rencontré 25 personnes responsables de l'insertion de ces jeunes,
sur voilà, les départements de Gironde, de Charente et de Creuse, pour essayer de voir un petit peu la pluralité. Le questionnement de base, ça venait d'une enquête statistique où on se rendait compte que en milieu rural, les jeunes s'inséraient mieux, les jeunes les moins diplômés s'inséraient mieux qu'en ville. Et à côté de ça, l'autre élément qui est intéressant, c'était de voir qu'en même temps, ils étaient plus pauvres. Donc c'est du travailler plus pour gagner moins. Pour le sociologue que je suis, c'est intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. À côté de ça, il y a aussi eu le fait que toutes les recherches qui ont été menées jusque-là, elles ont été menées dans des espaces qui ont toujours été qualifiés par le négatif, des espaces ruraux en déclin, pauvres, fragilisés, etc. Et moi, j'ai voulu me demander qu'est-ce qui se passe quand on est un jeune qui a cette grande difficulté aujourd'hui qui est de ne pas avoir de diplôme, parce que même si le diplôme perd de la valeur, ça reste la meilleure protection contre la précarité pour les jeunes. Donc quand on n'a pas ce diplôme, qu'est-ce que ça fait dans des espaces qui, pourtant, ont l'air, au point de vue statistique du moins, de bien fonctionner. La Nouvelle-Aquitaine, même si c'est hétérogène évidemment, ces espaces ruraux sont plutôt dynamiques. Le domaine agricole en Nouvelle-Aquitaine, c'est le premier producteur de toute l'Europe, avec les vins, les cognacs, etc. On crée une richesse énorme. Il y a beaucoup d'activités, la démographie est positive, il n'y a que le département de Creuse qui était en perte démographique au début de ma thèse. Donc ça se passe plutôt bien, et essayer de voir une population chez qui normalement les parcours de vie ne fonctionnent pas. Ce dont j'ai remarqué, c'était que la jeunesse dans son ensemble, et la jeunesse que j'ai étudiée, elle fait face à ce que Camille Penny, qui a écrit un superbe livre que je vous conseille, qui s'appelle « Pour une politique de la jeunesse », il a appelé ça la marée montante de la précarité. C'est-à-dire que les jeunes, même s'ils sont différents, c'est pas la même chose d'être un jeune fils de cadre supérieur qui vit dans les beaux quartiers à Paris que être fils d'ouvrier non diplômé au milieu de la Sarthe. Mais même s'il y a cette diversité, la précarité de la jeunesse, elle monte un petit peu pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes réactions, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais cette marée montante de la précarité, elle est commune. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les espaces que j'ai étudiés, qui sont des espaces où économiquement, avec les marqueurs qu'on a, on devrait se dire la jeunesse devrait bien fonctionner, etc. Ça ne fonctionne pas du tout bien pour ces jeunes. Ils sont extrêmement pauvres, ils sont dans des situations d'indigence terribles. Certains se tournent vers des voies pas du tout légales pour réussir à financer leur insertion professionnelle, pas à financer leur quotidien, à trouver de l'argent pour payer l'essence, pour payer la voiture, etc. Donc, en clair, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'était de dire que ce n'est pas parce qu'un territoire, qu'il soit rural ou urbain, fonctionne au point de vue statistique, soit dynamique, etc., que la redistribution pour l'ensemble de la jeunesse fonctionne. Dans le cas des jeunes que j'ai rencontrés, des jeunes plutôt issus des classes populaires, sans diplôme, etc., ces jeunes-là, ils se retrouvent dans des situations de précarité énormes. Et à côté de ça, tous les clichés qu'on peut avoir souvent sur les jeunes et puis sur les classes populaires, et notamment rurales, je les ai trouvés complètement infondés. Ce ne sont pas des jeunes qui sont fainéants du tout. C'est des jeunes qui veulent travailler. Ils sont prêts à travailler sans être payés. Parce qu'un patron leur a dit les 3 premiers mois, je ne te paierai pas, mais tu vas voir, ça va s'arranger par la suite. Ils sont prêts à s'investir, à parcourir des kilomètres. Les distances pour accéder à l'emploi augmentent sans cesse. Donc c'est des jeunes qui sont réellement investis, mais qui n'ont rien en face d'eux. Et effectivement, la question par rapport aux crises qu'on peut mettre en avant, en dehors des crises écologiques, etc., moi c'est plus la crise sociale et économique sur laquelle je me suis intéressé, c'est de voir comment réduire ces inégalités. Ah Madame Landier, du coup, par rapport à tout ce qui s'est dit depuis ce début, de façon très riche, avant de parler des solutions sur la deuxième partie, du coup, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à votre expertise ? Rebonjour, oui, c'est vrai que ce qui a été dit, et c'est j'allais dire, la géographie régionale, elle est ainsi faite. Avant la crise, on avait les 3 régions avaient 3 politiques régionales
différentes, qui se retrouvaient malgré tout, parce que de toute façon, dans nos compétences, la jeunesse était un pilier fondamental, qu'on soit en Limousin, en Poitou-Charentes ou en Aquitaine. Quand on a fait Région Ensemble, il a fallu se dire quelles sont les priorités pour nos jeunes. J'en voyais une première qui était la mobilité. Vous l'avez dit, avoir le permis, ça c'est vrai, on l'avait développé en Poitou-Charentes. C'est 10 millions d'euros de budget, permettre à tous les jeunes qui sont en apprentissage d'offrir le permis. Alors bien sûr, je vous passe les commentaires des détracteurs, mais leur permettre d'avoir un permis pour trouver du travail. Je ne cesse de le dire, moi je suis en Nord-de-Sèvres, j'ai des jeunes qui prennent le scooter pour aller travailler chez Marie-sur-Gelée, ils font 15 km matin et soir en scooter quand ils fonctionnent, avec toutes les conditions qu'on peut voir. Et c'est vrai que la mobilité, quand ils ont ce permis, eh ben, ça change beaucoup de choses. Souvent, comme vous l'avez dit aussi, c'était une question d'orientation. Donc avec le vice-président Jean-Louis Lambrini, on a vraiment mis le paquet sur l'orientation, parce qu'une orientation choisie, accompagnée et voulue, elle permet à nos jeunes, qui, on le sait, ils le savent, vont changer 5, 6, voire 7, 8 fois dans leur vie de métier. C'est ce qu'on leur dit, qu'on leur rabâche d'ailleurs, hein, quelquefois, en disant voilà, cette adaptabilité, il faut qu'ils la comprennent et qu'ils aient l'information pour cette orientation, qui se fait pas très bien dans les écoles. Moi je suis prof, hein, dans une vraie vie, donc je peux vous dire que l'orientation en 3e, je suis une obsédée de l'orientation, mais on l'est tous, mais on n'a pas forcément la formation et l'information qui est sur les territoires. Et je dirais, grâce au bureau Information Jeunesse, souvent on se tourne vers eux en disant aux jeunes, bah, va voir, et puis aussi regarde l'ONICEP, voilà, ils vont glaner. Et alors cette information, on pense que c'est tous des geeks, ben ils l'ont pas. Ils ont des super portables, mais pour regarder autre chose que de chercher l'information, et ils ne savent pas forcément la trouver. C'est aussi ça, ce dont on s'est rendu compte, quel que soit le milieu. Et effectivement, on est un territoire rural, donc mobilité, orientation. Dans cette orientation, c'est leur dire, tu sais, tu peux trouver une formation à Felletin. Oh là là, mais c'est loin, comment je vais y aller? Donc mobilité en train et autres, et puis des familles qui n'accompagnent pas. C'est le soutien également aux internats pour leur donner envie d'être internes, et donc cette mobilité régionale. Pour ensuite aussi, et ça c'est important, ça fait partie de ma délégation actuelle, c'est la mobilité à l'étranger. Erasmus, mais pas que, les voyages scolaires, c'est pas des voyages de complaisance, je dirais, c'est des voyages de découverte, ouvrir l'esprit, et encore plus à ceux qui ont le moins, c'est-à-dire les lycées professionnels, les MFR, les CFA. Je dis pas que le lycée du centre-ville de Niort, je vais prendre ce qui me concerne, de Poitiers, on a de tout dans la population, mais néanmoins, c'est des jeunes qui bougent plus, statistiquement aussi. Peut-être l'avez-vous vu dans l'enquête. Mais nos jeunes en milieu rural, ils le disent, ils ont peur. Il faut quand même savoir qu'il y a un jeune sur 7 en Nouvelle-Aquitaine qui n'est pas allé à Paris. Enfin, ça vous paraît hallucinant. Donc en fait, on met le paquet aussi sur des voyages à Paris avec la découverte. Voilà, mobilité. Mobilité régionale, mobilité nationale, mobilité internationale, pour leur donner envie après d'aller voir ailleurs ce qui se passe, y compris sur des lycées professionnels, pour faire des stages en Espagne, en Pologne, même si on ne parle pas la langue, même si on n'est pas doué, eh bien, c'est de leur apprendre cette mobilité-là. Et après la crise, on s'est rendu compte, finalement, on va être plus terre à terre, que c'était manger, comme vous le dites, avoir l'information, pouvoir manger. Il y a des maires dans les communes qui ne savent même pas qu'ils ont ces jeunes-là. Moi, je m'appuie beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour les centres socioculturels. Je suis une jeune des MJC, comme je disais, on est passé du stade de la poterie, du macramé, et puis maintenant on fait de l'information jeunesse. Et tous ces jeunes, tous ces animateurs, pardon, ils sont allés, ils ont mené une opération financée par l'Europe pour aller frapper à la porte, vous entendez bien, à la porte de jeunes dans certains villages pour leur dire « Tiens, tu es là, tu existes ». Et les maires disaient « Mais non, mais moi je ne sais même pas qu'il y avait cette famille-là ». Le jeune, souvent, il nourrit la famille. C'est lui qui, comme vous le dites, fait des petits boulots, plus ou moins bien payés ou pas du tout payés, qui acceptent, effectivement, ils sont courageux. Moi, je le vois bien, ils sont capables d'eux. Et souvent, c'est eux qui nourrissent la famille. Et c'est vrai que pendant la crise, on a lancé cette opération de paniers alimentaires dont on est très fiers en région, avec le président et l'ensemble des services, parce qu'on leur a permis d'avoir un panier de base. Et alors, de quoi on s'est rendu compte? Que quand on leur offrait, par exemple, du café, moi j'ai fait une distribution, il m'a dit « Vous êtes gentil, mais j'ai pas de cafetière. J'ai un frigo, une table, un lit, point barre. Et bien sûr, un téléphone portable. » Quand ils avaient un frigo.
D'accord ? Et donc on s'est rendu compte également, ils sont gentils, les agriculteurs nous ont donné des radis noirs, j'en rigole encore. Je disais, le radis noir, ils m'ont dit, on est bien gentils, mais donnez-nous des patates, quoi. Hein ? Et encore, les patates, il faut qu'on puisse les faire cuire. Donc il y avait toute cette souffrance en nous disant, mais merci. Alors bien sûr, on nous a dit, oui, il y en a qui vont tricher. Non, personne n'a triché. Les paniers, ils en avaient besoin, ça leur a permis d'eux, ils ont été solidaires, ils ont distribué. Ça nous a permis aussi de les identifier et de leur dire, tu sais, au-delà du panier, tu peux avoir une formation, tu peux avoir une information, viens nous voir, on peut t'aider sur le permis. Donc ça nous a permis de les identifier et de leur déployer l'ensemble des dispositifs nationaux, régionaux, auxquels ils pouvaient prétendre. Et ça, c'était important. Parce que le maître mot, c'est la communication, et ils en ont très très peu. Les maires, souvent, sont les seuls relais. Donc aussi, on s'est appuyé là-dessus, sur ce territoire. Je dois finir ? Non ? Voilà, s'appuyer sur ce territoire-là pour que les maires soient les relais, parce qu'il n'y a plus qu'eux sur les territoires. Et ça, c'est important. Donc, la dernière question, je vais vous dire la question climatique. Pour ceux qui sont les plus précaires, c'est pas leur question. Je suis désolée de le dire. C'est les victimes, effectivement. Moi, je me bats avec mes enfants parce que je leur dis, mais attendez, vous me reprenez parce que je prends ma voiture pour aller à Bordeaux, j'ai pas de train. Hein. Vous me reprenez pour telle et telle chose, pour à la maison et compagnie sur l'autre. Enfin, moi, le jeune que je vois au fin fond de la Gâtine, il est loin de ses préoccupations. Il est victime d'eux. Lui, il n'a pas l'occasion de se dire, je vais m'acheter un vélo électrique. Non, déjà, on leur propose un vélo électrique pour faire 30 bornes par jour, il faut arrêter le délire. Hein. Et pareil sur les scooters. Donc je dirais qu'ils sont les victimes qui prennent plein pot et ils n'en ont même pas conscience parce que pour eux, c'est le mode survie, vous l'avez dit. Il y a et puis à côté, vous avez des jeunes qui, eux, ont bougé, qui les aident un peu, finalement, et ce relais. Et je terminerai sur les associations. On ne se rend pas compte le rôle des associations, et on s'en est rendu compte pendant la crise, le rôle des associations pour aller chercher nos jeunes, pour leur redonner aussi le goût du bénévolat. Comme ils me disent, hein, il n'y a que des vieux dans les assos, d'accord. Mais avant, ils étaient jeunes, ces vieux-là. Et aussi, les associations jouent actuellement un rôle relais pour aller les rechercher. Donc voilà, nous, on essaie de mener des politiques qui répondent au mieux à leurs préoccupations, avec l'ensemble des partenaires, sans mégoter, je tiens à ça, sur le budget. Jamais on ne mégote sur le budget jeunesse, c'est-à-dire qu'il reste, on n'y touche pas, quoi. On essaie de ne pas y toucher. Enregistrez-le. Et sur les 10 millions d'euros de permis, on n'a pas baissé le budget. Donc voilà, après, on a des contingences financières actuelles qui vont être très dures, mais quand il y a 5 mobilités dans un établissement, il y a 5 mobilités. Et alors, bien sûr, il y a des choix qui sont à faire, mais néanmoins, on essaie de ne pas toucher autant que faire se peut dans notre région à l'aide à la jeunesse. Merci. Merci. En rebondissant sur ce qui a été dit, parce que l'État a la vocation aussi à rassembler, puis à essayer de donner un cap, en tout cas au moins de se le donner à lui-même, et plutôt de s'y tenir. Le premier point, c'est que manifestement, les politiques publiques, et l'État il prend sa place, hein, ont laissé une partie de la jeunesse au bord du chemin, ça c'est clair. Vous l'avez bien démontré. C'est-à-dire que le premier élément de contexte, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avancer, on va faire des ateliers sur l'avenir de la planète, mais ça va être des ateliers qu'on aura plutôt dans les lycées de centre-ville, où effectivement, voilà. On l'a vu avec le sujet des gilets jaunes. Le sujet des gilets jaunes, les gens n'ont pas compris pourquoi. Et on l'a vu à l'occasion des grands débats qu'on a eu après, les gens n'ont pas compris pourquoi on leur disait de ne pas utiliser leur fourgonnette diesel. Alors que pendant des années, on leur avait dit qu'il fallait le faire. Et ceux qui leur disaient ça, c'était des bobos qui allaient en week-end à Lisbonne en avion. Donc à un moment donné aussi, peut-être que là, voilà, on a un sujet. Donc premier point, premier élément de contexte, ne pas... alors je ne donne pas les réponses parce que c'est après. Premier élément de contexte, effectivement, ne pas laisser une partie de la jeunesse au bord du chemin, et encore plus qu'avant. Les outils de socialisation, Nathalie Lanzy en parlait, les structures d'animation, les MJC, les associations sportives, culturelles, environnementales, etc., elles touchent pas tout le monde. Donc après, le deuxième élément, c'est quelle est la place que doit avoir un acteur majeur que porte l'État avec les collectivités, qui est le champ éducatif. C'est a priori là qu'on va trouver tout le monde.
en tout cas au début à l'école, au collège normalement, après ça se délite un peu. Donc comment effectivement amener tout ça. Et puis ensuite, comment faire... est-ce qu'on touche tous les jeunes en dehors? C'est un sujet plus IJ. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir en Nouvelle-Aquitaine 150 structures d'information jeunesse, c'est assez facile la Nouvelle-Aquitaine en fait. Hein. Prenez les chiffres nationaux, vous divisez par 10, en général on est à peu près juste, y compris pour la superficie. Comment effectivement, est-ce qu'on peut s'organiser, est-ce qu'on doit, c'est un travail qu'on mène avec la région, avec le CRIJ, comment faire pour, faut-il aller toucher les jeunes ailleurs que sur ces structures? Bien évidemment oui, après la question c'est comment. Mais ça sera les réponses après. Donc enfin, on a ces éléments de contexte, et le dernier élément de contexte, c'est comment on peut, dans un élément de contexte, il y a effectivement une fracture dans la jeunesse, mais la fracture elle peut être aussi dans le lien qu'ont les jeunes avec la République. On sent qu'il y a des forces centrifuges sur le lien à la République. Des gens qui se définissent plus dans une forme de communauté, quelle qu'elle soit, elle peut être géographique, culturelle, linguistique, non, la Nouvelle-Aquitaine, linguistique ça peut compter à certains endroits, plus que dans le fait de faire République. Donc est-ce que, effectivement, comment on arrime tout ça avec les spécificités de chacun? Parce que c'est ça aussi, on ne revient pas au hussard noir de la Troisième République. Comment on amène ça, et comment on fait que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous distingue? C'est important qu'on ait des trucs qui nous distinguent. Mais à un moment donné, comment faire? Et voilà, en fait, sur la relation à la jeunesse, quelle perspective on donne et en concertation avec la jeunesse? On a essayé plein de trucs déjà, des conseils de jeunes, la région, on travaille sur plein de sujets, on a travaillé sur plein de sujets là-dessus. Quels sont les bons espaces à un moment donné pour faire qu'on écoute la parole des jeunes, pas force, et pas uniquement ceux qui sont totalement socialisés, mais aussi les autres. Et comment on fait pour, et je pense que le numérique peut nous aider, comment on peut faire pour qu'à un moment donné, la parole de celui ou celle qui est éminemment concerné par l'avenir de la planète, elle puisse interagir avec celui ou celle qui a déjà pas de quoi manger, ou qui effectivement considère que son sujet effectivement c'est d'aller trouver un boulot à 25 ou 30 km de chez lui ou de chez elle, parce qu'il n'y a pas, ou pour aller se former, voilà, et tout ça, voilà. Donc les éléments de contexte, c'est un peu ça, c'est-à-dire comment on répond de manière un peu globale à des attentes d'une jeunesse qui est extrêmement segmentée. Merci beaucoup. Vous avez fait la connaissance de nos 10 intervenants, vous avez pu prendre connaissance du détail donc de ce contexte, des enjeux. Maintenant, place à la salle, alors pas comme un question-réponse classique, du coup, je vous l'ai promis, un temps d'intelligence collective de 20 minutes. Pendant ce temps-là, on a Pierre, qui est un magicien du diaporama, mais aussi de l'interview, va interviewer donc nos intervenants. Oui, bonjour. Je me souviens effectivement du jeune que j'étais quand j'avais 25 ans au siècle dernier, à la fin du siècle dernier. J'étais étudiant, puis j'étais après jeune fonctionnaire. Mais quand j'étais étudiant ou lycéen, parce que c'est ça, effectivement, j'étais dans un monde où les possibles étaient possibles assez facilement, où la politique donnait encore l'impression de pouvoir changer le monde en mieux, et où on avait le sentiment d'embarquer tout le monde. Ouais, je vais en citer deux si vous voulez bien. Un éducateur sportif un prof d'éducation physique plus exactement, qui m'a parlé des pratiques sportives, enfin, et puis qui m'a amené, qui m'a fait qu'après je me suis complètement épanoui dans des clubs sportifs. C'était plutôt dans l'engagement, la vie personnelle, et puis professionnellement. Un jour j'ai rencontré un prof d'université, je me cherchais, je savais pas quoi faire, et qui m'a dit mais il y a ça qui est pas mal. Puis j'y suis allé, ça m'a plu. Voilà, c'est des rencontres à un moment donné. Comme ça a été déterminant. Ah ben ça a été, oui. C'est une information qui à un moment a été déterminante. Ouais, puis oui, voilà. Puis j'ai gardé contact avec cette personne effectivement parce que maintenant on appellerait ça un mentor. Alors ça tombe bien puisque
faisons du mentorat au niveau du réseau d'information. Mais c'était plutôt dans un cadre familial, mais voilà. Mais parce que j'avais la chance aussi peut-être d'être dans un environnement familial où c'est possible l'été. Et je pense que, puisqu'on parlait de mentorat, je pense que la difficulté, c'est qu'on est quand même sur pas mal de populations ou de jeunes qui n'ont pas accès à ça. Donc la question, c'est comment on organise pour rééquilibrer un peu cette inégalité ou rendre l'inégalité équitable. Voilà. Ça aurait été effectivement plus rare, on se posait moins la question de sa légitimité. Ouais. On lisait le journal, voilà, a priori, donc il y avait la déontologie de la presse, on avait des informations dans le cadre scolaire. En revanche, je pense que ceux qui étaient loin de l'information étaient vraiment très très loin de l'information. Et il n'y avait pas, sauf à aller dans des centres sociaux, des MJC, des foyers ruraux, où on n'avait pas les lieux qui permettaient d'avoir une information un peu générale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, comme maintenant avec le réseau IJ, la possibilité, on ouvre la porte, on a une question, et puis voilà, il y a quelqu'un qui peut répondre. Ça n'existait pas. Et donc, voilà, il y avait cet élément qui faisait qu'on avait l'information par capillarité successive dans des réseaux familiales, amicaux, mais en revanche, on n'avait pas. Ce qui fait que les ouvriers restaient ouvriers, les classes, enfin voilà, il y avait la promotion sociale à l'école qui fonctionnait, pas trop mal, en tout cas pour les scientifiques au moins, mais en revanche pour le reste, effectivement, le niveau d'information en dehors des établissements scolaires, qui le donnaient, mais il n'existait pas vraiment. Clément, justement, la question que j'avais envie de te poser, c'est comment se projeter de la jeunesse à l'âge adulte, toi qui as étudié justement ce genre de processus. Il y a pas mal de questions sur l'orientation, sur l'anxiété, le désarroi, sur ce type de passage obligé. Toi justement, par rapport aux énoncés, aux questions que tu vois, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir aussi? Mais en tout cas, voilà, la confiance, les enjeux sociétaux et le côté insertion, transition vers le monde adulte, qu'est-ce que cela t'inspire? Alors comme tout bon sociologue, quand on commence à aborder une question, il faut toujours se demander en fait qu'est-ce que c'est la jeunesse, parce qu'on en parle ici, et ça peut porter parfois à confusion. À partir de quand on est jeune, quand est-ce qu'on est plus jeune. Si avant on avait des âges de la vie qui étaient à peu près stables, on considérait qu'on était jeune, puis on devenait adulte, on avait le service militaire, on se fiançait, on se mariait, etc. Les transitions aujourd'hui, pour devenir adulte, elles sont de plus en plus complexes et de plus en plus nombreuses. On n'a plus de grands passages vers l'âge adulte, de grands moments symboliques, et il y a des couples qui ne se marient pas, qui vivent séparément, donc la conjugalité ça ne fonctionne pas. Au niveau de l'emploi, on sait que la stabilisation professionnelle, elle est de plus en plus difficile, elle est de plus en plus longue à atteindre. Et la décohabitation, quitter le domicile de ses parents, c'est aussi composé beaucoup d'allers-retours. On quitte, on revient. Donc au final, la jeunesse, c'est pas tellement aujourd'hui des grandes périodes, mais c'est plus l'idée d'essayer d'acquérir son autonomie. C'est ça qui différencie le jeune d'un enfant, c'est que le jeune devient autonome, et donc par essence, pour acquérir son autonomie, il faut pousser les limites et donc transgresser. La jeunesse, c'est une période de transgression, ça ne veut pas dire de déviance, de violence, etc. Mais c'est une période où on essaye d'atteindre sa liberté, son autonomie, et donc il faut transgresser. Il y a ça, et puis ensuite essayer du coup de devenir indépendant, donc au niveau de la mobilité, au niveau résidentiel, au niveau de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière de plus en plus dure. Aujourd'hui, je l'ai abordé très rapidement sur l'insertion professionnelle, mais la grande difficulté qu'on peut rencontrer, c'est celle du diplôme, celle de la formation. On a eu ce discours, alors qui était issu des 30 Glorieuses, qui était qu'en faisant des études, on pouvait accéder à une situation supérieure de ses parents. On parlait de l'ascenseur social à l'époque. Puis dans les années 80, on avait cette peur de la panne de l'ascenseur social, et si on continue la métaphore, aujourd'hui on a peur que les câbles lâchent. Et c'est aussi une frustration qui est très grande chez moi, beaucoup de jeunes que je rencontre, qui est celle de se dire on nous a promis que si on travaille bien à l'école,
que si on faisait beaucoup d'études, que si on était ultra investi, on aurait un avenir, des possibilités, etc. Et les résultats, ils sont pas là. Le diplôme, il perd de la valeur. On le voit à tout niveau, hein. Le diplôme, c'est l'élément qui protège le mieux, mais on a de plus en plus de mal à s'insérer professionnellement. Et donc, aujourd'hui, on ne peut que continuer au niveau de l'insertion professionnelle à aller vers le diplôme, mais en même temps, on y croit de moins en moins. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va peut-être falloir repenser la manière dont on devient adulte, et surtout derrière ça c'est toujours repenser la question des inégalités. Si je reprends le diplôme, aujourd'hui on a à peu près la plupart des jeunes, d'un point de vue statistique je parle, ont le baccalauréat, et pourtant avoir un bac général, avoir un bac professionnel, ça n'a plus la même valeur sur le marché du travail. Ce qui est assez choquant et assez aberrant, parce que je ne vois pas en quoi avoir un baccalauréat professionnel serait moins bien qu'avoir un baccalauréat général. Et donc on est en train de hiérarchiser les filières, de hiérarchiser les individus en fonction de leur réussite, de leur capacité. On parle de plus en plus en termes de compétences en plus du diplôme pour essayer de faire ce travail de tri qui rend la partie de la jeunesse assez compliquée. Et sur la confiance et les difficultés que rencontrent les jeunes, il y a ce que mettait en avant Cécile Van de Velde, qui était le paradoxe actuel et libéral de la jeunesse aujourd'hui, qui est d'avoir un double discours. Un discours qui est celui de la faisabilité, de la performance. C'est aussi ce qu'on a tout autour de nous, hein. Think different, venez comme vous êtes, vous pouvez le faire, just do it, etc. Cette idée que si on s'investit, on peut faire, on peut accéder, on peut être un individu unique, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. À côté de ça, il y a une réalité. C'est l'autre partie du discours. Une réalité qui dit qu'il faut avoir un tel diplôme, il faut être dans tel cadre assez normatif. Et donc il y a souvent une souffrance et un mal-être de beaucoup de jeunes qui provient de cette tension, de ce double discours, de dire à la fois vous pouvez être qui vous voulez, il faut choisir, mettre sa personnalité en avant, etc. Mais en même temps, rester dans ce petit cadre qui vous permettra de vous insérer socialement, de vous insérer professionnellement. Et ça crée évidemment du mal-être et des tensions chez la jeunesse. Super, merci beaucoup. Sur les impacts de l'information jeunesse, sur les jeunes, sur les professionnels et sur les politiques publiques ou sur les institutions. Donc on est arrivé à plusieurs conclusions. La première, qui est la plus importante, c'est que cette étude, elle nous a permis de montrer, et je vous donnerai la référence pour la lire plus en détail, que finalement le cœur d'action de l'IJ, c'est bien une plus-value dans le contexte sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on propose dans l'IJ, à la fois l'accueil inconditionnel, la contribution à réfléchir sur son projet de vie, la question du sens, de l'engagement, l'appropriation des moyens et des outils pour construire son parcours, ça c'est ce qu'on propose dans nos structures, l'exploration des possibles, c'est vraiment en adéquation avec ce qu'attendent et ce dont ont besoin les jeunes. En fait, on est dans un contexte où, et ça a été amplifié par la crise Covid, où finalement les questionnements des jeunes ils sont de plus en plus larges. Et on remet en fait profondément en cause le fait que, ce que disait Clément d'ailleurs tout à l'heure, avant, il suffisait de trouver un boulot pour avoir un parcours tracé. On devait donc accéder à une formation qui nous donne accès, donc avoir une orientation qui nous amène à une formation, qui nous amène à un emploi. Et puis ça filait. Et en gros, le reste des problèmes étaient, on les appelait d'ailleurs, des problèmes périphériques. Aujourd'hui, c'est toutes les dimensions qui sont importantes et les jeunes sont confrontés tout autant à la question de l'insertion et de l'emploi qu'à la question du sens dans ce qu'ils font, qu'à la question des conditions de vie, de la qualité de vie, de la conciliation aussi entre une dimension personnelle et une dimension professionnelle. Et donc, ce qu'ont proposé les politiques jeunesse pendant des années qui répondaient à un contexte qui était celui du chômage des jeunes, aujourd'hui, on a basculé vers autre chose et les politiques jeunesse doivent se rendre compte qu'il faut proposer aux jeunes, et tu parlais de Camille Penny, c'est ce qu'il propose aussi, d'expérimenter, de s'engager. Faut aussi les accompagner sur les différents aspects de leur vie,
pas forcément sur une projection à 20, 30, 40 ans, mais sur le moment, l'année qui vient, les mois qui viennent, les moments de transition, les moments de bascule. Et ça, c'est ce qu'on propose dans l'IJ. Donc voilà, ce que vous lirez dans l'étude d'impact social, c'est que aujourd'hui, les solutions qu'on porte dans l'IJ, qu'on a toujours portées, elles sont plus que jamais en adéquation avec le contexte et ce dont les jeunes ont besoin pour s'en sortir ou construire leur perspective dans ce contexte. Donc voilà, ça c'est les deux premières. C'était la première et la deuxième, j'ai fait en deux, désolé, j'ai mêlé, mais bon, c'était lié. Et ce qui m'amène à pas mal de questions qui sont posées aussi dans les papiers là, c'est la question de la communication. C'est qu'aujourd'hui, on doit communiquer. Alors je pense que tout le monde ici se pose la question, mais on doit faire en sorte que les jeunes sachent ce qu'on peut leur proposer, ce qu'ils peuvent trouver chez nous et dans quelle manière ça peut les aider. Et donc la communication sur l'offre de services de l'IJ, mais aussi sur l'approche globale qu'elle propose, dont je viens de parler, est importante. Explorer les possibles, je trouve que c'est un super slogan parce que ça montre bien ce qu'on propose et ce qu'on peut apporter. Et puis après, plus du point de vue professionnel, on parle de l'harmonisation des pratiques. Si on communique sur information, info jeune, explorer les possibles, il faut travailler ensemble pour que nos pratiques elles soient harmonisées et qu'on soit dans le bige de Revin, parce que j'étais avec un collègue de Revin dans les Ardennes tout à l'heure, ou de Libourne, on trouve la même qualité de service, la même approche, la même proposition dans ce qu'on apporte aux jeunes. Et puis, bien sûr, le côté labellisation, diagnostic de territoire, toute la réflexion qu'on propose à travers la labellisation, on amène aussi les élus, les acteurs d'un territoire à s'interroger sur les besoins de leur jeunesse, à mieux connaître leurs jeunes et à voir en quoi l'IJ peut répondre à leurs questions et peut apporter, contribuer au développement de la jeunesse du territoire. Et enfin, le dernier point, c'est sur les spécificités du réseau. Le réseau, c'est un réseau qui est à la fois intégré à l'action publique, on a des structures publiques, aussi indépendants, on a des associations, on a une rencontre entre ces différentes entités, et donc on a une particularité qui nous donne la possibilité d'animer un dialogue avec à la fois les acteurs publics, et tout en prenant en compte les réalités associatives et s'appuyer sur le dynamisme de l'association, de l'économie sociale et solidaire. Et donc on est à la croisée des chemins entre intérêt public, action publique, collectivité et dynamisme associatif, innovation sociale. Et ça fait une force importante et sur laquelle il faut qu'on projette nos actions et qu'on construise nos offres de services. Et la dernière slide, c'est juste pour que vous puissiez aller vous abreuver un peu de nos travaux. Donc ça, c'est la couverture de l'étude d'impact social, et vous la trouverez sur notre nouveau site, qui est en ligne depuis 2 semaines, infojeune-na.fr. Vous avez un espace pro. Il est fort. Hein, vous avez un espace pro en bas de l'écran d'accueil, et dans lequel vous avez une boîte à outils, et dans la boîte à outils, vous trouverez l'impact social, l'évaluation d'impact social dont je viens de vous présenter les conclusions. Merci. Alors, du coup, il y a des questions qui reviennent assez souvent sur la crise climatique, le dérèglement climatique. Comment on pourrait faire de ce défi, et aussi de l'engagement peut-être, de s'engager pour des causes communes, comment ça pourrait se transformer en pilier transversal de l'action de l'IJ au niveau national et bien sûr au niveau local? Alors, j'ai plusieurs propositions à partager. Déjà, on l'a vu par la production de ce qui est là, la force en effet du réseau, c'est la capacité à travailler ensemble en réseau, en coopération et à partager les bonnes pratiques. Et je pense que jusqu'à présent, en fait, déjà c'est la première fois qu'on fait un week-end comme ça, donc c'est super. Et on n'a pas abordé encore cette question de la situation inédite qu'on est tous en train de vivre. On ne l'a jamais abordée dans le réseau national. C'est-à-dire, je pense que chacun la travaille un petit peu dans son territoire, mais par contre, elle n'a pas été abordée entre nous. Donc là, ça va être aussi une première. Et ça va nous permettre aussi peut-être de nous l'aborder différemment après dans nos territoires. Je prends l'exemple que moi, juste avant de venir, j'ai participé à des réunions de la CAF, diagnostic CAF 74 de Savoie, où ils avaient la diagnostic jeunesse, les besoins des jeunes, on était sur des constats
entre guillemets, classique. J'ai mis les pieds dans le plat, j'ai dit mais quid de la situation actuelle, j'ai renversé l'ordre du jour et on a pu le mettre comme un objectif de travail et c'était pas du tout prévu. Et pourtant, on va avoir nous on n'a plus d'eau sur notre territoire, on n'a plus d'eau. L'électricité, il y a eu des problèmes. Cet hiver, on ne sait pas. Donc ça va poser quand même pas mal dans les mois qui viennent, plein de problèmes. Les hausses des factures pour les plus pauvres, parce que c'est les plus pauvres qui vont trinquer. Donc qu'ils soient bio ou pas bio, ils ont une santé alimentaire détestable, puisque c'est sucré, salé et gras, les plus pauvres. Donc on doit, pour tout le monde, à cette réunion, je l'ai posé en objectif, ça a convaincu tout le monde, et on a fait un axe de travail, qui sera un axe de travail pour 5 ans. Voilà. Il y avait une invitée, c'était la directrice de la prévention spécialisée, qui fêtait ses 50 ans la semaine d'après. Du coup, elle a bouleversé l'ordre du jour de sa réunion pour le mettre à l'ordre du jour. Sauf qu'elle n'est pas de l'information jeunesse, donc la façon dont elle a posé les choses, c'est parti un peu dans les décors. Voilà, c'est-à-dire elle a parlé de sujets sociétaux, environnementaux, personne n'a compris. Et c'est là où je reviens sur notre force à nous, l'IJ, c'est qu'on sait faire d'animer des groupes de travail où on associe les jeunes, où on associe les élus, où on associe les partenaires, on sait travailler en réseau, on connaît les autres, on sait adapter le langage, etc. Et ça, on sait faire. Et je pense que c'est bien là notre force, c'est de pouvoir se dire, et si on le mettait à l'ordre du jour de l'IJ, avec nos partenaires, avec nos élus, et pour qu'on ne laisse plus dire certaines choses et qu'on nomme bien les choses. Voilà. Je pense qu'on a un problème de langage. On ne nomme pas la gravité des choses. On est en deçà de la gravité des choses. Ça, on est en deçà. Et on est en deçà des responsabilités. On renvoie souvent les personnes à leurs responsabilités individuelles, des éco-gestes, ceci, cela. Les jeunes, le permis, la voiture, je sais pas. Là, on a une responsabilité politique, collective. Et donc, il faut poser les choses de façon politique. On a peur quand on est professionnel de l'information jeunesse, si on est porté par une association, une collectivité, politique, on ne va pas parler politique, parce qu'on ne doit pas parler politique. Mais on doit parler politique, parce que la politique, c'est l'organisation de la société. Et là, pour s'en sortir dans cette situation un peu inédite, il faut parler politique tout le temps. Et il faut qu'on... Voilà. Et en fait, c'est un sujet politique. Et justement, notre force à nous, c'est que on a les outils pour travailler les questions de gouvernance, de comment faire la politique autrement, comment... voilà, peut-être je me perds un peu, mais je pense que dans la salle, il y en a qui ont des témoignages ici à apporter, parce qu'en aparté, on en a discuté, mais je pense que ça pose vraiment la question du politique, des gouvernances, et que là-dedans, en plus, l'IJ, on est bon, parce qu'on sait toujours être dans la coopération, l'horizontalité, faire avec, utiliser l'information, mais pour le format auto-support, quoi, c'est-à-dire pour progresser ensemble et pas les uns contre les autres et trouver des solutions ensemble. Donc je pense que notre format d'organisation, c'est un exemple de servir à essaimer de la réflexion et qui peut être support pour que les politiques, pour être un soutien aux politiques, parce que les politiques, ils ont besoin de soutien. Alors, vous avez un travail qui dit, voilà, respect les élus, qui n'est pas facile. Donc, voilà, donc on a besoin de travailler ensemble tout ça. Je m'arrête là, mais j'ai évidemment plein d'autres choses à dire. Merci beaucoup. On a parlé de l'emploi qui est une boussole importante et que je pense les collectivités mettent comme première boussole du plein emploi et de trouver un emploi. Mais est-ce que du coup l'idée c'est pas aussi d'avoir une boussole un peu plus transversale, du mieux-être, de la qualité de vie, que ce soit dans son quotidien ou au travail, justement pour accompagner, et donc plutôt que de trouver forcément un travail, ça peut être aussi d'accompagner plutôt sur la qualité que la quantité peut-être. J'ai pas bien compris la fin, quantité, qualité et le lien avec l'emploi, mais bon. Plutôt que de faire du chiffre, c'est aussi d'apporter une plus-value qualitative sur l'accompagnement pour donner du sens, plutôt que forcément donner un gros salaire à la fin du mois. Alors, on est ici dans un séminaire du réseau IJ. Ce réseau IJ, effectivement, ça a été dit, est financé par la sphère publique pour l'essentiel. Donc il a des missions, il est opérateur au sens le plus noble du terme. Un opérateur, c'est pas c'est un opérateur, c'est un acteur qui met en œuvre des politiques publiques ou d'intérêt général pour le compte ou en lien avec des acteurs publics. C'est-à-dire qu'il a son autonomie de mise en œuvre
mais on est d'accord sur les objectifs. Les objectifs, c'est informer le plus de jeunes possible sur les 11 thématiques qui sont ici là. C'est ça. Et le faire avec toute la pertinence d'un réseau professionnel. C'est ça l'info-jeunesse. Voilà. Et donc comment on c'est pas voilà, et on va pas privilégier, s'engager, entreprendre, etc. C'est tout ça parce que, et Arnaud l'a dit tout à l'heure, on se connaît bien. Le jeune qui rentre dans vos structures, vous ne savez pas qui c'est, et a priori, quand il pousse la porte ou quand vous l'avez sur une boussole, je parle de la boussole des jeunes, vous ne savez pas, au moment où il se connecte, la question qu'il va poser. Et c'est toute la difficulté de votre métier. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord prendre conscience du fait que ce réseau, qui était au début porté par l'État, sur lequel les collectivités sont venues aussi, parce que sinon on n'aurait pas réussi tout seul, maintenant il est en capacité à s'auto-organiser. Je suis un vieux de Jeunesse et Sport, à une époque c'est le CIDJ, opérateur national, qui animait le réseau. Maintenant il y a Info Jeune France, c'est-à-dire qu'il y a maintenant effectivement la capacité qu'a ce réseau que vous avez effectivement de vous donner un mode d'organisation qui fait qu'on n'est plus dans fête, mais dans comment on discute ensemble pour faire au mieux dans des objectifs qu'on partage. Et ça c'est quand même une évolution significative du réseau, et je vous en félicite vraiment parce que voilà, c'est vous qui l'avez fait. Le deuxième élément, du coup, c'est comment on peut faire, nous, pour sécuriser encore plus ce réseau. Parfois, des petits détails. Le label pour 6 ans au lieu de 3. Parce que je disais, là, marre de faire des bilans d'action. Bah, là, ça enferme de moi, déjà. Il y a une clause de revoyure, ça c'est normal. La clause de revoyure, c'est à un moment donné comment effectivement on travaille avec la région, avec le CRIJ, parce que c'est comme ça chez nous qu'on fonctionne, pour que justement, effectivement, on puisse vérifier si les structures sont toujours raccords. Moi, je refuse des labels parfois, hein, parce que les structures, c'est devenu un service municipal lambda ou une assoce complètement qui est partie sous d'autres cieux. C'est bien, mais ils font autre chose, c'est plus léger. On a le droit, mais c'est pas affiché. Voilà. Donc et donc, on l'a vu avec votre engagement extrêmement fort sur la boussole des jeunes, etc., qui s'appelait la boussole des droits au départ. Hein. Pour ceux qui se souviennent, hein, c'est devenu la boussole des jeunes. Et effectivement, et c'est très important. Hein, je pense que le réseau n'y est pas pour rien. Donc voilà, je regarde Emmanuel. Voilà, c'est clair qu'il y a eu là aussi une évolution. Donc nous, ce qu'on souhaite vraiment, puisqu'on parle des solutions, là, la question, c'est effectivement créer les conditions pour que ce réseau reste fidèle à lui-même. Après, et en rebondissant sur ce que vous venez de dire, nous, quand on travaille avec le réseau, c'est pour une information neutre. Qu'ensuite, il y ait des temps individuels qu'on puisse avoir, c'est autre chose. Mais ce n'est pas la mission pour laquelle nous, on travaille avec le réseau Information Jeunesse. Je ne dis pas que c'est inutile. Je dis simplement que dans les échanges qu'on peut avoir, on est bien sur cette info. L'info jeunesse se revendique d'être de l'éducation populaire. Et c'est normal, parce qu'il l'est vraiment. L'éduc-pop, il y a plein de choses dans l'éducation populaire. Hein, effectivement, ça va. Voilà. On peut changer la société en étant effectivement, en allant vers des voies qui peuvent être extrêmement différentes entre certaines structures du Forum français de la jeunesse et certains mouvements scouts. On ne promeut pas la même forme de société, le même changement social, mais c'est pas grave, on est en République et c'est ça qui est bien. Donc voilà, et il n'y a pas de monopole effectivement à aller vers. En revanche, il y a des débats de fond, et là je vous rejoins, il y a des enjeux sur lesquels effectivement, à sa place, le réseau Information Jeunesse peut apporter un certain nombre de choses. Mais on est bien, et nous, ça nous intéresse d'être titillés par le réseau. Quand on a des échanges avec le CRIJ qui nous fait remonter un certain nombre de... Vous êtes quasiment une des seules structures dans le champ de l'éducation populaire à pouvoir faire remonter des attentes de jeunes. Comment fait la région et comment fait aussi toutes les entités sur le territoire justement pour essayer d'anticiper ce monde qui est en train de naître?
Oui, donc je pense que Vous déjà, avez 1 minute. effectivement, l'orientation, elle commence, c'est écrit d'ailleurs, je pense que dès le plus jeune âge, je pense qu'effectivement, dès le plus jeune âge, parce qu'ils servent aussi de relais, les jeunes, dans leur famille et dans leur environnement. La deuxième chose, moi, vous l'avez compris, je suis obsédée par la ruralité, et pour aller chercher tous ces jeunes dans le monde rural. Bon, j'ai eu des formations personnelles, mais je crois que, voilà, je pense que vous êtes déjà extrêmement acteur de proximité. Comment on peut amplifier tout ça au-delà de l'Internet et du numérique? Très franchement, votre présence, elle est essentielle. Savoir que c'est pas parce qu'il y a une application forcément, et j'ai rien contre sur Internet, que le jeune, ça répond pas forcément, comme on le dit toujours, à toutes ses préoccupations. Et nous devons être aussi les relais. Je me rappelle qu'à la conférence des jeunes qu'on avait organisée dans le précédent mandat, ils avaient même parlé d'un camion, ça existe, hein, mais une sorte de camion qui passerait, voilà. C'est chronophage effectivement, mais cette idée de camion, voilà, ça existe. La dernière chose aussi, il y a 2 choses donc, moi qui me tiennent à cœur, c'est les notions d'égalité filles-garçons, surtout en milieu rural, et également les mineurs et les majeurs isolés. Je sais que vous faites, et je voulais vous remercier, un très beau travail là-dessus, j'espère encore pour longtemps, mais aussi on ne doit pas les oublier sur cette information jeunesse, parce qu'ils sont très demandeurs. On a là des Ukrainiens qui viennent d'arriver sur le territoire, il n'est pas sûr qu'ils partent non plus, donc voilà, on est confronté à un mouvement permanent d'une jeunesse qui, je dirais, moi, me plaît beaucoup, parce que finalement, elle ne fait plus le métier que les parents ont décidé, elle choisit de se faire plaisir dans son boulot. Elle démissionne, elle bouge, elle part, elle va voir ailleurs ce qui se passe et elle revient sans angoisse, alors que quand même la société, il n'y a pas un journal télévisé qui nous parle de choses complètement anxiogènes. Et surtout, elle tend la main à d'autres, et je pense que effectivement, vous êtes un des acteurs qui permet à tous ces jeunes de se tenir la main, de passer l'information, de les former. Et moi aussi, et j'allais dire sans flagornerie, je voulais vous remercier pour le travail que vous faites au quotidien, parce que vous êtes les relais, et nous, on produit des politiques, on peut tout produire, hein, on peut financer, on peut produire avec l'État, mais si vous n'êtes pas là sur le terrain, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, parce que j'ai rien contre le milieu urbain, mais je vois bien que l'accès est plus facile, ne serait-ce que d'un point de vue transport, eh bien, voilà, on ne fait pas grand-chose, et la politique, c'est l'engagement auprès des citoyens, et ce n'est pas une notion de droite, de gauche ou d'extrême, c'est vraiment donner à ceux qui en ont le plus besoin. Je vous remercie. Merci. Vous avez écouté tout ce qui s'est dit pendant cette matinée, vous avez parlé des problématiques que vous rentrez dans votre quotidien. Là, l'idée, c'est à la fois sur une réponse, dire ce que vous avez pensé de tout ce que vous avez entendu, de tout ce que vous avez vécu aussi dans les groupes de travail, de ce que vous voyez aussi sur les paperboards, et puis de vous projeter. Deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont vos espoirs, quelles sont vos réussites que vous avez envie de partager à la salle par rapport au quotidien que vous vivez. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette matinée et quels sont vos espoirs et vos réussites par rapport à tout ce que vous vivez dans votre quotidien? Alors sur cette belle présentation, on va dire. Donc déjà merci aux professionnels d'être là. Je pense que ça nous fait du bien aussi en tant que jeunes de savoir qu'on n'est pas seul. Et surtout que cette difficulté, pour certains, une réelle mal-être ou une réelle souffrance est écoutée et surtout est comprise. Donc ça, je pense que ça fait du bien à certains jeunes. Je pense que pour l'avenir, on peut que souhaiter qu'enfin les jeunes puissent vivre leurs 20 ans normalement, on va dire, avec des guillemets, on va dire. Vraiment qu'on puisse retrouver une situation stable où on puisse aussi se projeter, parce que je pense que peu de jeunes arrivent à se projeter par rapport à cette crise qui peut être liée à l'écologie, mais aussi à l'inflation. Je pense que c'est la problématique de certains jeunes de pouvoir se projeter. Et je trouve ça plutôt rassurant qu'en tout cas, on soit à peu près sur la même longueur d'onde sur les solutions qu'on pourrait mettre en place. Et voilà, et pour ça, je vous remercie.
C'est vrai que je suis assez d'accord avec Sarah du coup. C'est vrai, merci à vous franchement d'être venu, de nous avoir présenté l'IJ parce que j'ai été en service civique donc j'ai baigné dedans. Et c'est vrai que c'est là que j'ai remarqué qu'en fait c'était primordial que ça existe. Parce que pour avoir été par exemple à l'université ou des choses comme ça, j'ai trouvé que j'étais très mal informée et orientée. Et une fois que j'ai fait mon service civique, j'ai découvert vraiment ce que c'était qu'être informée et orientée. Donc merci d'exister, merci à l'IJ et surtout je suis contente de pouvoir faire partie du conseil d'administration pour continuer cette expérience d'envie. J'aurais été heureuse de savoir qu'il y avait le réseau de Fogène en 2020. À mon avis, mon expérience de change aurait été plus colorée et moins stressante, mais c'est tout passé. Maintenant, je vais contribuer en tant que volontaire à la mission du CRIJ-Bretagne et j'espère d'avoir un impact positif sur les jeunes collégiens. Moi je suis contente parce que je pense qu'on voit tous les messages porteurs, on est tous conscients des choses, on voit à peu près tous, je pense, de la même manière, ou du moins on essaie, et l'ouverture d'esprit c'est important aussi, l'échange, les solutions, et je pense que je suis contente déjà de participer à ce séminaire parce que je ne pensais pas pouvoir y participer. Merci à vous. Et je suis contente de voir que dans le réseau IJ, il y a des personnes bienveillantes, dans le non-jugement, qui proposent des solutions, qui essaient de comprendre, qui se sentent aussi concernées. Et ça passe par nous, pour les autres aussi. Donc merci à vous de continuer, de contribuer à l'évolution positive générale du monde, de la société, etc. Merci Mathieu, mais il m'écoute pas pour l'animation de la matinée qui était vraiment extra. Et alors moi j'ai un petit mot que je vais utiliser, c'est la reconnaissance que je peux vous attribuer, que je peux vous donner. Je vous suis très reconnaissant de votre manière de travailler, votre manière de vous impliquer, d'être venus aussi, des collègues qui ont fait une journée de véhicule depuis Besançon jusqu'ici pour venir travailler avec nous. Chapeau, quoi, c'est qu'il vraiment il y a de la motivation, il y a de l'envie. Donc soyez sûrs que on va faire de cette première réunion la première avec une succession de grandes réunions du réseau. Et on va continuer effectivement à mutualiser. L'étude que nous a présentée tout à l'heure Arnaud est absolument géniale. On voit bien où sont les enjeux de notre travail, où ça fonctionne, comment ça fonctionne. Effectivement, le réseau, c'est de leur rempart, quoi, quelque part. Donc on va continuer. J'espère que, comme je disais tout à l'heure, qu'on passera de 200 à 400 et qu'un jour on sera 600, c'est le directeur général, le délégué général. Je prends un petit peu la pression. Mais en tout cas, voilà, quoi. Quand on est tous ensemble ici, il se produit des choses. Il y a de la convivialité, il y a de l'échange, il y a de l'envie. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de l'envie d'agir, de l'envie de faire des choses, que vous continuiez. Plus vous allez travailler dans vos territoires, mieux nous, au niveau national, on sera renforcés. Plus vos directeurs de CRIJ, directrices de CRIJ vous réconforter. Donc voilà, n'oubliez pas que quand vous travaillez à Revin, comme tu disais, ou à Auray, chez nous, là, plus vous êtes là à Auray, plus au niveau national on travaille, plus on s'investit et plus on a envie de vous aider, parce que on est là pour vous aider. Et voilà, je vous promets, je ne sais pas trop quand, mais je vous promets une hashtag 2 du réseau national. Et on sera nombreux et vous viendrez de votre enthousiasme, vous viendrez avec votre envie de partager. Et on finira par non seulement être bon, mais être les meilleurs.